Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pod Cyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va débriefer cette 20e étape du Tour de France qui est arrivée à l'Alpe d'Huez une nouvelle fois aujourd'hui, et puis on parlera de l'étape de demain, l'étape des Champs-Élysées, l'étape de la Butte Montmartre qui arrivera à Paris et qui sera donc la dernière étape de ce Tour de France. Donc l'étape vient de se terminer, celle qui est à l'Alpe d'Huez et qui a vu un vainqueur au classement général et un vainqueur au classement de l'étape. Donc c'est Richard Carapace qui allait chercher cette étape-ci. Euh, Simplement très très fort. Enfin, je vous disais hier que j'en faisais mon favori pour aujourd'hui. Il est tellement fort, Carapace, quand il le veut en troisième semaine, et là ça a encore été le cas. Il y a eu un petit coup du sort quand même, parce que la bataille aurait dû être un peu plus serrée avec Sepkus, même que Sepkus avait l'avantage. Mais il y a eu ces deux chutes successives là dans le final qui étaient un peu piégeux, qui ont condamné les chances de l'Américain et qui ont donc souri à Richard Carapace, qui vient donc chercher sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France, qui consolide sa huitième place au classement général. Je me disais même qu'il allait chercher Ayuso, mais finalement Ayuso était aussi dans l'échappée, donc il a limité la casse, et donc Carapace finit huitième du classement général. Et en plus, bah, il vient chercher très facilement le maillot de meilleur grimpeur. Finalement, il a 156 points. Pogacar en a 100 et Valentin Paré-Peintre, qui était vraiment à bout de force, n'en a que 99. Donc c'est vraiment dommage pour notre Français qui a pas été capable de jouer cet objectif jusqu'au bout. Mais il faut dire que la concurrence était tout simplement trop forte. Carapace, il a dans les jambes facile un top 5 de ce Tour de France. Et il a décidé de le jouer un peu autrement, de le jouer offensif. On sait que c'est un peu la méthode du côté de la IF. Et ils ont fait un super Tour de France. Et Richard Carapace a tout simplement fait un super Tour de France. Il sera en lice pour être le super combatif de ce tour avec Mats Pedersen probablement. Et les deux ont fait des efforts monstrueux. Et voilà. Carapace est passé pas loin hier à l'Alpe d'Huez, mais il est allé chercher sa vraie victoire à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. En échappée, mais une échappée de très costaud. On avait donc Sepkus, Jane Lay, Richard Carapace, Mathieu Riccitello, Juan Ayuso notamment, parmi les plus forts. Donc c'était pas une échappée de peintre, même s'il y avait Valentin Paré-Peintre au début. Et mais donc échappée très très solide, qui a pas pu trop creuser parce que la présence de Juan Ayuso en tête de course dérangeait certains pour le classement général. Ils avaient bien raison. On a vu un moment les Bahreïn notamment venir rouler et finalement Lenny Martinez préserve son top 5. Ça c'est le deuxième enseignement de ce jour. Et le troisième enseignement, c'est que le podium reste tel quel puisque Paul Sexas n'a pas été capable d'aller chercher Isaac Del Toro. Donc on s'y attendait un petit peu. On est forcément légèrement déçu. Je dis pas que Paul Sexas fait un mauvais Tour de France, hein, très loin de là, mais on espérait qu'il soit capable d'aller chercher le podium et de déloger le Mexicain pour aller chercher le maillot blanc. Paul Sexas a tout tenté pardon, dans cette étape-ci. Avec son équipe, ils ont couru au millimètre. Il y a eu quelques petits incidents, je pense. Riccitello, pardon, qui se fait larguer dans la descente parce qu'il est trop léger et qu'il y a des coups de vent. Ça, c'est un petit peu dommage, mais franchement, c'est pas si grave. Je pense pas que ça aurait influé sur le résultat final. On a eu cette chute de Benoît aussi, qui aurait pu être dans l'échappée, qui ne l'a pas été. D'ailleurs, je crois que Benoît fait une fin d'étape de fou. Benoît finit 14e de l'étape. C'est complètement fou. La Décathlon CMA CGM fait 10, 12, 13, 14 avec Sexas, Riccitello, Prodhomme et Benoît. Et c'était le collectif peut-être le plus fort aujourd'hui. UAE était pas trop mal. On a vu Wellens revenir aussi un moment. Polit a réussi à tenir un peu le coup. Admiette, c'était un peu mieux que prévu, même s'il a lâché assez rapidement. Même si Pogacar a fait très longtemps l'équipier dans le galibier pour Isaac Del Toro, après que Grossschartner se soit écarté. Et à ce moment-là, donc quand Pogacar commence à rouler dans le galibier, elle apparaît chez les Français de l'espoir, donc qui est toujours la pire des choses, puisqu'on croit un moment que Isaac Del Toro est légèrement décroché du groupe. Après, on sait que c'est aussi sa manière de courir à Isaac Del Toro. Parfois, il laisse quelques petites longueurs, il revient. Et en fait, je suis pas certain qu'Isaac Del Toro ait vraiment été mis en difficulté dans ce galibier. Et ça a peut-être suffi. De toute façon, je pense que la Décathlon CMA CGM devait tenter le tout pour tout. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être été aussi un peu chauffés par ce petit écart qu'avait laissé Isaac Del Toro. Ils se sont dit, ah, peut-être qu'il est pas si bien, il y a peut-être moyen. Et donc, bah, la Décathlon CMA CGM a tout tenté pour aller déloger le Mexicain en faisant rouler à certains moments Benoît, puis après surtout Nicolas Prodhomme, très très solide Nicolas Prodhomme, excellent équipier. On l'avait pas vu de la saison. Moi j'étais un peu surpris parce qu'il avait fait une année 2025 exceptionnelle et là on le voyait pas. Mais dans cette troisième semaine de Tour de France, pardon, il est simplement exceptionnel. On est retombé sur Riccitello qui a aussi fait le rythme, mais on a très vite compris que Paul Sexas n'était pas suffisamment fort aujourd'hui.
parfois un peu du mal à suivre la route de ses coéquipiers. Et bon, bah, il s'est fait contrer par les UAE, il a lâché tout simplement, il y a pas, voilà, il y a pas grand-chose à dire. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que Paul Sexas est tombé les armes à la main. Et ça, c'est quand même un signe vraiment très positif. On parle de la dernière étape, l'étape 20 à 5500 mètres de dénivelé positif, de son premier grand tour à 19 ans. Et il est encore capable de lancer ses équipiers à l'assaut et d'essayer de tout tenter. Quitte à perdre sa cinquième place, finalement, sa quatrième place, finalement, il la conserve, hein, parce qu'au classement général, Paul Sexas donc s'éloigne du podium, puisqu'il a perdu du temps aujourd'hui. Et voit Lenny Martinez se rapprocher parce que Lenny Martinez a encore fait une performance XXL. On disait notre frustration après l'étape d'hier. Je pense que l'étape d'hier, il l'avait dans les jambes, mais il était vraiment très très fort, Lenny Martinez hier. Et aujourd'hui, c'était encore le cas. C'était le seul à s'accrocher au trio du podium, Pogacar, Evenepoel, Del Toro. Donc très très solide. Et donc Lenny Martinez qui vient chercher une cinquième place au classement général qui est absolument méritée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si on récapitule aussi, donc Remco Evenepoel a pris un peu de temps à Pogacar et Del Toro à la fin, parce que Pogacar, aujourd'hui, il n'était pas coureur cycliste, Pogacar était papa, puisqu'il a accompagné Isaac Del Toro partout où il allait. Bah, c'est très sympa de la part du Slovène, hein. De toute façon, il avait déjà gagné 5 fois sur ce Tour de France, si je dis pas de bêtises. Peut-être 6 demain, donc bon, il était déjà suffisamment repu. Il avait l'appétit comblé, et donc il a pas cherché à aller chercher une sixième victoire d'étape, même si je pense qu'il l'avait largement dans les jambes. Il a préféré dès son coéquipier Isaac Del Toro et c'est vraiment bah, très noble de sa part. Mais ça montre aussi quand même l'hyper-domination de cette équipe-là, hein, qui finalement, UAE, va placer deux hommes sur le podium. Pogacar premier, deuxième Evenepoel à 6,26, qui fait deuxième de cette étape-ci. Pas très loin de venir chercher Carapace. Il s'en est pas fallu de beaucoup hein, pour que l'échappée gagne l'étape. Remco était vraiment pas loin de revenir sur Richard Carapace. Je pense qu'il aurait vraiment beaucoup aimé, mais il pouvait pas prévoir que le scénario de course serait celui-ci dans la fin. Il pouvait pas prévoir que Sepkus allait tomber non plus, par exemple, ça a bien fait perdre 20 secondes à l'échappée au total. Et Isaac Del Toro est donc troisième à 9,42, donc il passe pas au-dessus de la barre des 10 minutes de retard sur Pogacar, puisque Pogacar l'a accompagné tout du long. Et il est donc bah, à 22 ans, si je dis pas de bêtises, Isaac Del Toro sur le podium de ce Tour de France, et donc meilleur jeune de ce Tour de France. C'est voilà, en ayant pardon, joué un petit peu le rôle d'équipier, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait clairement un homme qui survolait tout le monde cette année, c'était Pogacar, comme l'an dernier, et il avait pas besoin de son équipe, et il a surtout pas eu besoin de son leader, de son coéquipier et co-leader, pardon, Isaac Del Toro. Il a vraiment mis super peu à contribution, et finalement les deux sont sur le podium. Sexas, donc à 19 ans, fait quatrième du Tour de France, à 11 minutes 56. Donc c'est un peu plus de 2 minutes derrière Isaac Del Toro. Et se retrouve avec une minute d'avance. C'était un matelas pas si confortable sur Lenny Martinez. Donc on a deux Français dans le top 5 du Tour de France. C'est pas arrivé, je crois, depuis l'année 2014 avec Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot. Donc on en parlera quand on fera le bilan de ce Tour de France. Je sais pas trop quoi penser des Français sur ce tour-ci, mais là quand même avoir un tour d'une très grande qualité en termes de start list, hein, il faut le dire, quand on voit le top 10, c'est très solide. Il y a que Jordan Jegat qui fait un peu, comment dire, de l'ombre au tableau, et encore, Jordan Jegat, donc il vient encore chercher un top 10 sur ce Tour de France. Mais sinon, on a une densité qui est vraiment très forte sur ce Tour de France. Il n'y a pas Vingegaard parce qu'il a abandonné, il n'y a pas Lipowitz, mais sinon, c'est beaucoup de mecs très très forts hein, dans ce top 10. Rien à voir avec l'an dernier où on avait du Kevin Vauquelin, du Ben Illy, ce genre de gars, Tobias Allan Johannessen, Félix Gall. Là, ça n'a rien à voir cette année. Et donc, dans un des Tours de France les plus disputés alors, pas en termes de combat pour la première place, mais en termes de niveau général, on arrive quand même à avoir deux Français dans le top 5 et un troisième dans le top 10, avec Jordan Jegat, qui est donc, je le disais, dixième au classement général. C'est quand même plutôt bon signe. Skelmose était pas si en forme sur cette dernière étape. Il n'a pas été capable de suivre Lenny Martinez et donc de lui contester la cinquième place. Donc ça, c'est une super nouvelle pour Lenny. Juan Ayuso était dans l'échappée. Il a tenté de se reprendre après sa déconvenue de la veille, mais bon, l'échappée avait pas suffisamment d'avance, en tout cas pas pour lui. Il y en avait assez pour Carapace, mais Ayuso était pas suffisamment fort, donc il fait finalement septième du classement général. Huitième Richard Carapace, neuvième Top Pitcock qu'on a très peu eu, qui a subi, qui a essayé de limiter la casse quand il le pouvait, mais il a encore cherché un top 10 sur un grand tour. On se souvient de son podium sur la Vuelta l'an dernier. Pitcock qui pourra pas gagner le grand tour, hein, je pense, dans sa vie, mais qui confirme ses prédispositions malgré tout. Et donc l'ami Shorten Jegat qui vient encore faire un super Tour de France.
On le voyait pas venir, hein, Jordan Jegat. Moi, je me souviens de avant l'étape de Belfort, là où il vient se replacer au classement général, il était genre 19e du classement général et on se disait: «Oh là là, à la pédale, comment il va faire pour reprendre tous les gars devant lui?» Et puis il y a eu des défaillances, il y a eu des abandons et il y a eu 2 échappées à Belfort et à Voiron pour Jordan Jegat et puis voilà, il fait top 10 de ce classement général donc bah, c'est super pour lui. Je parlerai aussi dans le bilan de la Total Energy. Je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon Tour de France et on a vu aussi par exemple Nicolas Brouillard qui s'est vraiment révélé. Donc voilà, un super top 10 pour Jordan Jegat au classement général. Maintenant, si on doit parler de cette étape, bah, je pense que malheureusement, elle a été un petit peu décevante quand même. Je l'avais dit, je vois pas trop de grandes manœuvres. Au vu des écarts au classement général, au vu des dynamiques entre les coureurs et au vu du profil de l'étape surtout, avec cette longue descente du Galibier, je vois pas trop de grandes manœuvres se lancer de loin et effectivement, ça n'a pas été le cas. On a surtout attendu le col de Sarenne. Il s'est pas passé grand-chose dans ce col-là non plus. On a eu la manœuvre de la Decathlon CMA CGM qui était un peu désespérée, mais il fallait le tenter quand même. Ils ont eu raison. Au moins, il n'y a pas de regret ce soir. Et puis, bon, moi, j'aurais bien aimé voir Remco attaquer plus tôt. J'aurais bien aimé Pogacar essayer de jouer à la victoire de l'étape, même si je suis super content que ça soit Richard Carapace. Heureusement que c'était serré dans l'échappée, parce que sinon, dernière étape un peu décevante. Mais c'est souvent le lot hein, des dernières étapes de Grand Tour. Souvent, on met des profils très compliqués. Et à moins que ce soit le Giro 2025, souvent la course est à peu près déjà jouée en fait à ce moment-là, et donc on n'a pas de grand renversement de situation. Donc voilà pour cette étape-ci. À noter que les délais étaient assez courts, 50 minutes. Ce qui était fou, c'est que tout à l'heure je regardais, on avait Cross Sharpner qui était 36e de l'étape à une demi-heure. Et je me suis dit, ouh là là, ça va être chaud, chaud, chaud pour les coureurs de rentrer dans les délais. Finalement, on a eu un gros groupe qu'on pourrait appeler groupe Eto qui est passé à la 39 minutes. Donc ça va, l'autre gros groupe est passé à 41 minutes. Je crois que tout le monde rentre dans les délais aujourd'hui. Fred Wright est le dernier pour l'instant, à 43 minutes. Donc ça va passer pour tout le monde. Tout le monde verra les champs a priori. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces coureurs du Tour de France. Ah non, il y a encore quelques coureurs pardon, dans la galère. Je m'excuse. Ils étaient 160 au départ. On a eu 2 abandons. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelques coureurs qui sont en course et qui vont se battre pour rentrer dans les délais. Donc on croise les doigts pour eux, pour que ça soit le cas. Voilà. Ah, c'est bon, ils sont tous rentrés. Jente Biermans, Benjamin Thomas. Donc voilà, tous les coureurs vont être à Paris demain. C'est super, on aura une très belle étape. Et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Donc à noter que le parcours de cette étape a changé. Normalement, on devait partir de Thoiry, si j'ai pas de bêtises. Euh, et finalement, on est parti de Paris. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pardon, qu'il y a un immense feu, des incendies partout en France, mais surtout à Bordeaux, qui mobilisent énormément de pompiers, de forces de l'ordre. Et donc, on n'a pas les capacités d'accueillir le Tour de France dans les 92, dans donc les Hauts-de-Seine, si je dis pas de bêtises. Donc, on fera un Tour de France, une dernière étape intramuros, qui partira de Paris directement sur les Champs-Élysées, si je dis pas de bêtises. On va rajouter 2 boucles du circuit final. Je crois que l'étape fera 90 km au total. Donc, il y aura un petit peu de défilé au début, il y aura sprint intermédiaire, mais le sprint intermédiaire n'a plus de valeur, puisque ça y est, mathématiquement, Mats Pedersen sera le meilleur sprinter de ce Tour de France. C'est réglé pour le maillot vert. Et ensuite, il y a 3 ascensions de la côte Montmartre. Et à chaque fois qu'on fait un tour de circuit de Montmartre, on fait un tour de circuit des Champs-Élysées. Ce qui veut dire concrètement, c'est que entre 2 sommets de la butte Montmartre, on a 16 kilomètres à chaque fois. Donc ça permet aux sprinters de se reprendre un petit peu. Et donc on a 3 ascensions. La dernière ascension de la côte de la butte Montmartre se situe, si je dis pas de bêtises, à 11 kilomètres de l'arrivée. Donc c'est un parcours plus ouvert que l'an dernier. Ça peut sourire à la fois à des attaquants et à la fois à des sprinters. Surtout qu'on monte que 3 fois cette côte. Et je pense que le facteur le plus déterminant par rapport à l'an dernier c'était quand même une étape de folie. Peut-être la meilleure étape du Tour de France 2025. Là, cette année, ça sera très différent parce qu'il y aura pas de pluie a priori. Il y a du vent fort qui s'annonce, d'ailleurs plutôt défavorable sur l'arrivée. Plutôt 3/4 face sur le sens montant des Champs-Élysées. Donc attention à ça, s'il y a un sprint, faudra pas se découvrir trop tôt. On annonce des nuages, mais on annonce pour l'instant pas de pluie sur Paris. Et je pense que c'est vraiment ça qui avait crispé la course l'an dernier, en plus d'avoir des coureurs complètement usés. Et donc là, ça pourrait un peu changer la phase de cette étape-ci. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux parce que la course sera d'autant plus ouverte.
On pourra avoir à la fois des sprinters et des punchers pardon, qui peuvent s'imposer sur cette montée. Donc, je vous refais rapidement le topo. La côte de la butte Montmartre, c'est 1 km d'ascension pardon, à 5,4% de moyenne. Donc on passe par la rue Le Pic, c'est là que c'est le plus dur. On a un moment genre 400-500 mètres à 7%. On arrive à Montmartre et on rebascule dans les rues derrière qui descendent. Donc ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un circuit super urbain. Donc les rues sont étroites, il y a du mobilier un peu partout, il y a des pavés aussi en descente. Donc ça peut porter vraiment à la dangerosité de l'étape. L'an dernier, on a vu de la pluie plus, je me souviens qu'il y avait beaucoup de petites fleurs, petites feuilles là sur le parcours qui rendaient la chose super glissante. Là, je pense que cette année, ça sera sec et donc a priori, ça sera beaucoup moins glissant et moins dangereux et ça sera plus favorable aux équipes un peu regroupées. Et voilà, donc on a le sommet de la dernière côte qui est situé à 11 km de l'arrivée. Donc si je le disais, il y a 16 km entre tous les sommets. Donc c'est-à-dire que l'avant-dernier passage au sommet de la butte Montmartre, lui, sera à 27 km de l'arrivée. Donc ça fera un peu loin. Donc je pense qu'on va peut-être durcir dans les 2 premières ascensions de la côte. Mais tout se jouera dans la dernière, très clairement. Et là, ça sera vraiment très important d'être super bien placé. On a vu que l'an dernier, c'était crucial. Cette année, ça le sera aussi, à n'en pas douter. Donc on verra comment ça va se passer. Je vais vous lister les favoris que j'ai notés. Donc c'est un peu difficile d'imaginer le parcours, pardon, d'imaginer la physionomie, parce que vu qu'on aura quelque chose de très différent de l'an dernier, on peut pas trop s'inspirer du scénario de l'an dernier. Donc la première question, bah, tout d'abord, c'est est-ce que UAE va la jouer, cette étape-ci? Pogacar en avait extrêmement envie l'an dernier. Est-ce qu'il la voudra cette année? Le profil est un peu moins favorable, il va pouvoir célébrer avec son équipe. L'an dernier, il était dans une sale phase, hein, Pogacar, à la fin du Tour de France, il était grognon, etc. Là, il a l'air d'être plus apaisé. Donc on verra s'ils veulent la jouer, on verra s'ils veulent la jouer avec Del Toro. Del Toro, il sera déjà super content d'être sur le podium, mais potentiellement, c'est aussi un profil qui lui convient très bien, à Isaac Del Toro. Et pour ça, on a une très belle équipe. Pour rouler je pense à un Timo Lenz, un Nils Politt, un Florian Vermeersch, c'est des coureurs qui sont vraiment super adaptés au profil de cette étape-là. Et donc je pense que un des éléments déterminants du scénario de demain, ce sera est-ce que UAE veut la jouer? Bon, ensuite, il y a un autre coureur qui évidemment va attirer toutes les lumières, c'est Mathieu Van Der Poel, hein, très clairement. Euh, Ça fait 2 semaines qu'il s'accroche, pas pour rien, pour cette étape-ci, même s'il a aussi pas mal roulé pour Philipsen, il lui a permis de gagner son étape. Mathieu Van Der Poel sera évidemment très gros favori sur cette étape-là. Lui, il est frais parce que il fait grouper tôt depuis plusieurs étapes, il s'en fiche. Je pense que Philipsen passera pas. Même si à mon avis ça va pas se jouer à grand chose, mais Philipsen il sera vraiment aussi entamé par toutes ces dernières étapes, même s'il a pas trop joué les sprints intermédiaires, ça c'est cool pour lui. Mais j'ai l'intuition, surtout si UAE et Remco Evenepoel décident d'y aller, que Philipsen va lâcher. Et on donnera très clairement sa carte à Mathieu Van Der Poel. De toute façon, c'est lui le patron de l'équipe. Donc Van Der Poel, attention à lui, ça sera très solide. Et donc je disais, bah, Remco Evenepoel, ça va être aussi un des coureurs les plus attendus sur cette étape-là. Je crois que avant l'étape numéro 20 de l'Alpe d'Huez, il parlait que de celle-là. Il s'en foutait un peu de celle de l'Alpe d'Huez. Donc ça montre bien sa détermination à aller chercher cette victoire-ci. Et bah bien évidemment, c'est un profil qui lui convient très bien, Remco. Il est super en forme. On a vu ces 2 dernières étapes à l'Alpe d'Huez, il est très très fort. Ça, c'est à n'en pas douter. Et donc, bah, forcément, ça en fait un candidat à la victoire. Quand même, il y a une chose qu'il faut noter sur Remco, c'est que il a eu un début de saison, il était plus orienté classique. Et là, il a perdu beaucoup de poids, il a fait beaucoup de stages en altitude pour être plus orienté montagne. Il a peut-être perdu un petit peu de punch. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je pense que ça lui sera largement suffisant pour passer la côte de la butte Montmartre avec tout le monde. En revanche, pour le sprint, j'ai peur qu'il ait perdu un petit peu de sprint. Et face à un Del Toro, Pogacar, Van Der Poel, autant pendant la saison des classiques, j'aurais dit, il est capable de tous les taper au sprint. Là, ça sera un peu plus compliqué. Donc on verra comment ça va se goupiller pour Remco. Il a aussi une belle équipe. Je suis pas sûr qu'ils soient tous très en forme encore à ce moment-là, mais du Jan Tratnik, du Tim Van Dijk et du Maxime Van Gils, c'est forcément des bons équipiers sur cette étape-ci. Et puis bah, la quatrième grosse puissance de ce peloton, parce que là on va écarter la Visma Lease the Bike, ils ont pas trop leur carte à jouer là-dessus, bah, c'est bien évidemment la Lidl Trek. Et la Lidl Trek, ils peuvent la jouer aussi cette victoire d'étape. Ils ont plusieurs cartes.
Heu, on va penser à Pedersen, évidemment, vu la forme qu'a Pedersen, c'est complètement fou ce qu'il a fait sur ces dernières étapes de montagne là. Aller chercher les points en sprint intermédiaire, mais il est complètement fou. Là, après le col de la Croix de Fer, Mats Pedersen a attaqué le peloton maillot jaune, où il y avait plus que 20 gars, dans le col de la Croix de Fer pour aller chercher des points en sprint intermédiaire. C'est complètement surréaliste. Il a une forme de fou. Alors, le problème, c'est que Mats Pedersen, il a fait tellement d'efforts pendant ce début de enfin, pendant ces 3 semaines finalement du Tour de France. Est-ce qu'il aura encore la caisse pour aller jouer la victoire sur cette étape-là? On a vu que Pedersen, au sprint, il avait perdu sa pointe de vitesse. Je pense qu'il est encore capable de battre tous les autres qu'on vient de citer, mais c'est pas assuré à 100%. On a vu aussi que Vacek était très fort, ça peut être aussi un élément important. Et vu la forme qu'a Quinn Simmons en ce moment, bah, il faudra aussi le prendre en compte dans l'équation. Je parlais vite fait de la Visma, pourquoi pas Jorgenson. Sur le papier, ça peut plaire aussi à Per Strand-Hagenes, mais on a vu qu'il était complètement cuit, Per Strand-Hagenes. C'est peut-être son premier grand tour, si je dis pas de bêtises, donc là il est cuit, on va l'écarter. Jorgenson, ça peut être un coureur qui joue sa carte sur cette étape-là. On rappelle que la Visma a pas réussi à choper de victoire d'étape. Sepp Kuss fait 2 fois troisième à l'Alpe d'Huez. Ils ont juste la victoire d'étape collective du contre-la-montre par équipe au tout début à Barcelone. C'est tout. Euh, Côté Décathlon CMA CGM, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer la carte Olaf Koy? Je pense qu'il va pas passer, donc on peut peut-être l'écarter. Est-ce qu'on va jouer la carte Tige Benoît? Parce que Benoît finit ce Tour de France avec une forme exceptionnelle. C'est un parcours qui lui va bien. Le problème, c'est que Benoît, il a aucun sprint, donc ça sera compliqué de gagner l'étape. Et la dernière question, c'est est-ce que Paul Sexas va avoir envie de tenter quelque chose? Est-ce il va avoir envie de se jouer la victoire de cette étape-là avec bah, les autres potentiels favoris du classement général? On verra. Je sais pas trop quelle direction va prendre Paul Sexas. Il est quand même en train d'accuser le coup, et c'est bien normal après ces 3 semaines de grand tour. Donc je sais pas s'il sera vraiment dans l'état d'esprit pour aller la chercher. On verra. On a vu qu'aujourd'hui ils étaient pas résignés, même s'ils sentaient qu'ils étaient moins forts. On verra comment ça va se passer demain. Mais voilà, on verra si on joue la carte Koi, ce qui m'étonnerait. La carte Benoît, j'en suis pas trop certain. Et la carte Paul Sexas, où là j'ai vraiment des doutes sur sa volonté de jouer cette étape-là. Côté IF, je pense qu'on verra aussi cette équipe à l'attaque. Moi, j'adorerais voir Alex Baudin à l'attaque sur cette étape-là. On va peut-être plutôt jouer les cartes danoises. On a Valgren, Asgreen, c'est des beaux coureurs pour cette étape-ci. Ben Illy et Carapace, ils n'ont pas vraiment le profil, mais surtout ils ont fait tellement d'efforts, hein. Ben Illy, il a fait une saison transparente. Il est arrivé sur ce Tour de France dans une forme très mauvaise. Il s'est requinqué en fin de troisième semaine. Là, c'était complètement fou. Mais on verra comment donc va la jouer IF sur cette étape-ci. Euh, Côté XDS Astana, on se souvient que l'an dernier, Ballerini est exceptionnel. Alors Ballerini, il a chuté là, je crois, sur ses dernières étapes. On verra s'il est encore capable de jouer quelque chose. On a aussi McTennissen qui était pas trop mal, mais bon, j'y crois pas trop. Côté Bahreïn, attention bien évidemment à Matej Mohoric. Sur cette étape-ci, il était très fort l'an dernier aussi. Bon, le côté pluie et avoir un pet au casque du côté de Matej Mohoric, ça l'avait aidé à prendre des risques dans les descentes là où tout le monde était sur les freins. Est-ce que sur du sec, il peut aller faire un beau résultat? C'est une carte qu'il faut pas écarter. Il y a une carte que j'écarte pas non plus, moi, c'est Jasper Stuyven. On a vu qu'il était très fort sur l'étape qui arrivait, je sais plus où, pardon, j'ai oublié, c'est pas grave, c'est pas super important. L'étape que Philipsen a gagnée, qui arrivait donc à Voiron, il était très fort, Jasper Stuyven. Là, c'est un profil qui lui convient parfaitement. Je pense qu'on le verra à l'attaque. Je pense qu'on verra à l'attaque aussi Mauro Schmidt de la Jayco. Lui, il est dans une forme resplendissante, c'est un profil qui lui convient très bien. Pourquoi pas un petit duo avec Matthews, mais je pense que ce sera surtout Mauro Schmidt, le coureur à suivre sur cette équipe-ci. Il faudra suivre la Net Company Ineos, parce que la Net Company Ineos fait un Tour de France absolument affreux, alors qu'ils avaient une super équipe. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas de mec placé au classement général. Et bah, je me dis que c'est peut-être demain qu'il y a moyen de jouer un truc. Est-ce que Vauquelin est capable de la jouer? Il en aura envie, c'est sûr. Je sais pas trop comment il s'est comporté sur les dernières étapes, vu qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'il était en mode économie, ou alors est-ce qu'il est complètement au bout du rouleau? Je sais pas trop. C'est peut-être une étape qui pourrait plaire à un Josh Tarling ou à un Filippo Ganna, mais je demande à voir leur état de forme et de fraîcheur après ces 3 semaines de grand tour. Et sur le papier, j'aurais dit que c'était une étape parfaite pour Dorian Godon. Mais on sait que Dorian Godon, il a fait une chute terrible euh, sur les étapes un peu de sprint. Là, j'ai oublié laquelle exactement.
Il a eu un petit trauma crânien. Il est en difficulté là sur toutes les dernières étapes. Je crois qu'il a encore fait dans les tout derniers sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Est-ce que c'était pour se préserver ou est-ce que c'est parce qu'il est vraiment au bout du rouleau? Je sais pas, mais ça aurait peut-être été une chance pour un Français de s'imposer sur ce profil-là. Mais je pense que cette année, ça sera pas la bonne. Du côté de la Winnox, on va forcément jouer cette étape-ci. Je pense que Abrahamsen, on l'a trop vu sur ce Tour de France pour une fois, mais cette étape-ci, il l'a bien coché. Est-ce que Magnus Cort sera capable de la jouer? Magnus Cort Nielsen, quand même un petit peu décevant sur ce Tour de France. Pourtant, il était champion du Danemark en titre, si je dis pas de bêtises, où on pensait qu'il était fort, mais on l'a pas trop vu. Donc voilà, un peu déçu de Magnus Cort Nielsen, mais je pense que ce sera surtout pour Jonas Abrahamsen demain. Pourquoi pas Binyam Girmay, surtout dans un scénario qui se joue plus au sprint que prévu. Il passe bien les bosses, ça peut être l'occasion pour lui d'aller peut-être chercher une victoire d'étape et sauver le Tour de la NSN, sinon il est vraiment compliqué. Côté Loto Intermarché, je mettrais bien moi une petite pièce sur, Hubart. On a vu qu'il était fort encore en troisième semaine, il était là sur l'étape de Voiron. Il va plutôt vite au sprint. Pourquoi pas même un Liam Slock qu'on a vu aussi à l'aise quand il fallait rouler vite. Donc voilà, petite carte côté Loto Intermarché. Côté Pinarello Q36.5, est-ce que Pidcock va jouer l'étape? Bah, je pense que Pidcock il est au bout du rouleau, mais sur le papier c'est un profil qui lui convient bien. On verra comment ça va se passer, donc Pidcock qui finit ce Tour de France à la 9e position. Bah, côté Groupama FDJ United, on en attend beaucoup, de Romain Grégoire et je dirais peut-être aussi de Clément Russo. C'est peut-être une étape qui peut lui convenir à Clément Russo. Romain Grégoire, Tour de France compliqué et là je sais pas si dans les Alpes, il a pu se préserver un petit peu ou s'il était complètement au bout du rouleau. Mais sur le papier, ça serait une très bonne carte, le champion de France, bien évidemment. Ça serait magnifique, hein, que Romain Grégoire vienne délivrer la France avec une victoire d'étape sur les Champs-Élysées le dernier jour avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Mais là, je suis en train de rêver, on va pas se mentir. Par contre, Clément Russo peut aller chercher une belle place. Je crois qu'il l'avait déjà fait l'an dernier. Il est en forme, il va vite. Ça peut être une bonne carte. Et que dire de Julien Alaphilippe? Julien, je sais pas si vous vous souvenez, il y a ces étapes où il a fini genre tout à la fin, il était complètement largué. On s'est dit: «Oh là là, dans quelle étape est-ce qu'il est Julien Alaphilippe? Ça va être terrible, c'est la fin de carrière d'un grand». On s'est tous dit: «Il est finito» et donc ça, c'était sur les étapes de Chalon-sur-Saône, je crois, ouais, c'était l'étape de Nevers où il était en échappée là et où il a pété. L'étape de Chalon-sur-Saône après, c'est pareil, il fait gruppetto à chaque fois et là, sur cette étape de l'Alpe d'Huez, j'ai pas compris. Il s'est accroché super longtemps, il était très, très fort. Il finit 29e. Et est-ce que ça veut dire que Julien est en forme? Parce que sur le papier, c'est un profil qui lui convient parfaitement. On sait qu'il a plus la force de sa jeunesse, où il était capable d'enchaîner les efforts. Là, il n'y a pas trop de montée. Il faut être très explosif dans la côte de Montmartre, le dernier passage. Je pense qu'il en est capable, mais je sais pas son état de forme. Je suis vraiment troublé par les dernières étapes, donc on verra ce qu'il sera capable de faire. Du côté de la Total Energy, eh bah, Joris Delbov devrait peut-être être à l'attaque, le cyclo-crossman, et sinon, pourquoi pas un beau score de Anthony Turgis. Mais voilà, sinon c'est à peu près tout pour les favoris de l'étape de demain. Je pense qu'on sera forcément un petit peu déçu par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier c'était complètement fou comme étape. Euh, la pluie dantesque, Pogacar qui joue la victoire alors qu'il peut se faire une clavicule et perdre le Tour de France là-dessus. Van Aert qui est le seul à décrocher à la pédale Pogacar depuis je sais plus combien de temps. C'était fou. C'était vraiment une étape de fou. Là, je le disais, le parcours a un peu changé, mais moi, c'est surtout les conditions climatiques différentes qui me font dire que le scénario sera différent et je serais pas totalement étonné qu'on ait un sprint en petit comité. Donc, on verra comment ça va se dérouler. C'était bah, l'avant-dernier épisode sur le Tour de France. On fera un dernier épisode bilan. Je sais pas quand, dans les jours qui viennent. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis donc à bientôt. Salut!